Et le podium de ce Grand Prix de Malaisie 2011, Sebastian Vettel sur sa Red Bull devant Jenson Button sur la McLaren Mercedes et Nick Heidfeld sur la Lotus Renault GP. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, des ailerons flexibles avec un parfum de scandale et des questions qui méritent des réponses. Ferrari va avoir des ailerons flexibles. Stefano Domenicali et surtout Aldo Costa ont clairement annoncé les prochains développements de la Ferrari F150. Des événements qui vont se passer à l'avenir sont plutôt très intéressants à remarquer. Dans un premier temps, cette annonce d'avoir des ailerons flexibles met dans l'embarras Red Bull Racing qui, depuis le début de la saison, met en avant le fait qu'elle n'a pas en fait des ailerons flexibles et toute sa défense se retrouve anéantie par les déclarations de Stefano Domenicali et d'Aldo Costa. Pourtant, sur le principe, c'est très étonnant. Ferrari l'an dernier disposait déjà de ce système d'ailerons flexibles à l'avant, mais pas en début de saison 2011. Pourquoi? En fait, la réponse elle est très simple. Beaucoup d'ingénieurs et de patrons d'équipe ont estimé que la FIA allait renforcer le système de contrôle des ailerons avant dans ce début de saison 2011. À partir de là, tout le système mis en place l'an dernier par Ferrari sur la F10B a été complètement abandonné. Sauf que la FIA n'a pas changé son système de contrôle des ailerons avant, ce qui signifie qu'en fait Ferrari va retrouver son système qu'elle avait mis au point astucieusement en fin de saison dernière. Alors pour un petit rappel, ce système va permettre d'obtenir un gain de 300 millièmes de seconde au tour. Mais notons que les Ferrari sont actuellement à 5 dixièmes en fait derrière les McLaren, ce qui permettrait de resserrer légèrement la hiérarchie pour le reste de la saison. Alors une question de Chuck à propos justement des performances entre Buemi et Alguersuari. Chuck nous signale que les différences sont énormes puisque Buemi a quand même terminé devant Alguersuari alors qu'il avait fait même un stop and go de 10 secondes. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'Alguersuari a eu des problèmes d'adhérence durant tout le Grand Prix et il se trouve que tout simplement il ne comprend pas pourquoi il a eu ces problèmes là où il n'avait pas du tout d'adhérence. Au contraire de Buemi qui était quand même beaucoup plus performant du début jusqu'à la fin malgré justement un dry full. Alors ce qu'il en est véritablement, on peut se poser quand même quelques questions puisque beaucoup d'équipes ont eu beaucoup de problèmes d'adhérence durant ce Grand Prix de Malaisie. Je pense que Pirelli nous en dira un petit peu plus à l'avenir. Pour le moment, une chose est sûre, c'est qu'Alguersuari n'avait pas du tout d'adhérence. Il s'était quand même légèrement plaint déjà hier de la même problème. Et je signale que l'an dernier aussi, les Toro Rosso ont eu quand même aussi un problème d'adhérence sur cette même piste de Sepang. Alors, est-ce que c'est un problème globalement aérodynamique? On ne sait pas. Puis au niveau du style de pilotage, on ne peut pas vraiment savoir. En tout cas, Buemi, lui, ne s'en est pas véritablement plaint. Donc on verra bien ce qu'il en sera par la suite. Donc pour le moment, il faudra attendre ce que dira Pirelli dans son communiqué par la suite. Une question collégiale masculine de Shogun 971 ou 971, parce qu'il va me reprendre, et Nicolas qui pose des questions à propos de Ferrari. Alors c'est une question que je mixte un petit peu puisque Shogun lui indique plutôt le problème avec Pat Fry, alors que Nicolas se pose la question comment c'est possible d'avoir une telle différence entre la qualification et la course. Alors pour ce qui est qualification et course, il faut savoir que Ferrari, et ça a été pareil en Australie, a eu des problèmes en Q2. Alors on ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau de la Q2, puisque Ferrari a l'air d'utiliser beaucoup plus ses trains de pneus soft que les autres, donc il s'est trouvé que comme en Australie, Ferrari s'est retrouvé qu'avec un seul et unique train de pneus soft pour pouvoir réaliser la qualification, donc un seul tour lancé, et ce qui a provoqué le résultat sur la grille de départ pour ce Grand Prix d'aujourd'hui. Alors pour ce qui en est justement des évolutions, comme vous l'avez entendu juste dans l'avant-poste, Ferrari commence un petit peu à se mettre en avant, des évolutions vont arriver de manière assez concrète, très fortement. Pat Fry, il ne faut pas oublier, il est là depuis 6 mois, donc est-ce qu'il y a peut-être un problème de corrélation entre tout ça? Disons que c'est un choc des cultures qui est en train de se faire aujourd'hui. La capacité de réaction de Ferrari sera très intéressante à regarder dès, je dirais, le Grand Prix de Turquie, le premier Grand Prix de la saison.
et surtout par la suite, à partir des premiers Grands Prix d'été. C'est là que ça va être très intéressant. Souvenez-vous que l'an dernier, c'est à partir des Grands Prix d'été que Ferrari est véritablement revenu dans la course en termes de développement. Alors là, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est que pour les premiers Grands Prix européens, Ferrari va pouvoir tester les pilotes durant justement les simulateurs en parallèle des pilotes qui sont sur la piste pour les essais libres 1, 2 et 3. Donc c'est la première fois que ça va être testé de manière abondante. On signale que McLaren le fait depuis déjà l'an dernier et depuis déjà presque 1 an et demi. Donc on va voir Ferrari qui... Je pense qu'en fait c'est juste une question de mise au point pour justement mutualiser les compétences entre justement d'un côté Pat Fry et les Italiens qui ont une habitude de pouvoir travailler, et plutôt bien d'ailleurs, il faut dire au niveau du développement. Donc après, concernant justement le problème de la Ferrari, c'est un problème essentiellement d'adhérence. On a beaucoup travaillé chez Ferrari, les nouveaux ailerons avant et tout. Je pense qu'à un moment donné, le véritable problème, c'est que la Ferrari F150 a du mal à chauffer ses pneus. Et c'est très très visible durant les essais, à la fois les essais libres et surtout pendant la course. Si vous regardez les intermédiaires, vous vous rendez compte qu'à la différence en fait d'autres voitures comme les McLaren et surtout les Red Bull, la Ferrari met un tour de plus véritablement à chauffer ses gommes, donc à avoir beaucoup plus d'adhérence que les autres. Donc la voiture est pas mauvaise, je dirais fondamentalement. Maintenant, il va falloir travailler, comme l'an dernier, il va falloir que Ferrari travaille. Mais on verra bien ce qu'il en sera. Mais déjà voir la première évolution majeure qui va arriver d'ici le Grand Prix de Turquie pour véritablement se rendre compte l'état des forces de Ferrari qui débute un petit peu moyennement, je dirais, ce début de saison. Question de Kazuzu qui nous demande justement à propos des performances de Mercedes. Comment est-ce possible qu'une aussi grande équipe soit là où elle est aujourd'hui? Alors comme beaucoup l'ont remarqué, Michael Schumacher n'était pas si mauvais que ça, et Nico Rosberg était un peu loin. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que Nico Rosberg au cours de course n'avait plus de KERS, tout simplement. Et du côté de Michael Schumacher, le gros problème a été aussi, encore une fois, l'adhérence, un petit peu comme les Toro Rosso et comme une bonne partie de ces équipes-là du milieu de grille. Alors, ce qu'il en sera par la suite, au niveau du développement, on sait déjà que Ross Brawn a déjà annoncé l'étude d'un aileron avant flexible. Alors, il n'a pas donné de date, il est tout à fait possible que ça soit plutôt à l'horizon du Grand Prix d'Angleterre, que cet aileron miracle, entre guillemets, arrivera. Après, tout ce qui sera au niveau du reste, il est tout à fait possible que cette évolution-là, cet aileron, fasse partie d'une grande évolution globale. Et à partir de là, on prendra une décision qui est importante, puisque du côté de Stuttgart, on s'impatiente. Michael Schumacher n'a pas été plus loin que la Q2, n'a pas été en Q1, au contraire de Nico Rosberg, qui est plutôt performant en qualification, mais qui a beaucoup de mal d'ailleurs en course. Les 2 points, cette fois-ci, obtenus par Michael Schumacher vont faire du bien, mais l'équipe n'est pas véritablement à son niveau aujourd'hui. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est d'obtenir, c'est que cette W02 n'est pas encore considérée comme étant chez Mercedes une mauvaise voiture. Ross Brawn estime qu'il y a encore du potentiel. On signale aussi que Ross Brawn a quitté certaines fonctions, n'est plus au conseil d'administration et surtout n'est plus dans la commission technique de la FOTA, ce qui signifie que là, maintenant, on va entrer dans le dur pour Mercedes au niveau, je dirais, du développement. Surtout aussi, Bob Bell va arriver prochainement. À partir là, de ce mois-ci et le mois prochain, il va être effectif le mois prochain. Alors, son apport ne va pas se matérialiser tout de suite, mais peut-être d'ici la fin de saison, on va atteindre quelque chose. Le gros problème de Mercedes aujourd'hui, c'est au niveau de son organisation. Elle n'a pas su gérer, elle ne sait pas encore gérer son personnel au niveau de la réduction des coûts depuis à l'époque où elle s'appelait Brawn. Malgré tout l'argent, malgré les pilotes, elle a un gros problème, c'est que justement c'est un aspect technique et surtout de gestion humaine. Et une question de Baptista qui nous demande: est-ce que Mark Webber a-t-il le même matériel que Sebastian Vettel? Alors c'est la grande question, puisque on peut se poser quand même un petit peu, la question est en suspens, puisque Vettel n'a absolument aucun problème avec sa RB7, ce qui n'est pas le cas depuis le début de saison de Mark Webber. Alors pour l'Australie, il s'est juste trouvé qu'effectivement il y avait un problème au niveau du châssis, certaines vibrations qui n'allaient pas. Là, pour ce premier Grand Prix, je dirais asiatique, sur un circuit dit abrasif pour les pneus, il s'est trouvé tout simplement que Mark Webber n'avait non pas un problème de pneus, mais un problème de KERS, et ce, dès le tour de formation et d'installation. Alors,
qu'est-ce qu'il en est? On en revient toujours au problème du KERS. Quel type de KERS véritablement Red Bull dispose? En tout cas, un détail, Mark Webber a réalisé le meilleur temps sans avoir de KERS, meilleur temps en course sans avoir de KERS. Donc ça c'est très intéressant déjà à remarquer, c'est que la voiture fondamentalement elle n'est pas mauvaise, il a le même matériel. À lui d'exploiter les choses en fonction. Maintenant, on se rend compte qu'un petit peu à la manière de pas mal d'autres équipes, le KERS pose quelques petits problèmes de fiabilité à l'équipe Red Bull Racing. Donc de là à dire il n'a pas le même matériel, oui fondamentalement c'est sûr, il n'a pas le même matériel puisque sinon il se battrait avec Sébastien Vettel, mais en fait réellement oui, il a d'ailleurs c'est contractuel, il faut le savoir que Mark Webber a le même salaire que Sébastien Vettel avec la garantie d'équité technique qui va avec, donc normalement ça doit être respecté par Red Bull, on verra bien si ça le sera par la suite, après c'est en fonction aussi de ses résultats pour la suite et aussi pour son avenir. On en revient à la question que vous m'aviez posée au Grand Prix d'Australie, où justement, qu'est-ce qu'il en sera par la suite pour Mark Webber? Il se trouve que tout simplement, Mark Webber doit s'adapter. Il commence déjà passablement à se plaindre, dire qu'il n'a pas déjà le même matériel. Là, il s'est un petit peu calmé pour la Malaisie, mais en tout cas, visiblement, il n'en pense pas moins. Pourquoi lui a un problème et pas l'autre? Donc, il faudra faire quand même attention de ce côté-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a réalisé le meilleur tour en course pour ce Grand Prix. Il n'avait pas de KERS, à la différence de Vettel qui lui il a utilisé son KERS pendant la course. Donc fondamentalement, il n'y a pas de raison d'être. On va voir, ça va être très très intéressant de voir la suite parce que à partir du Grand Prix de Turquie, dont le souvenir de l'an dernier était quand même assez marquant, on va voir un petit peu. De toute façon, une chose est sûre, si Mark Webber veut encore y croire, la Chine ou la Turquie doit être incontestablement l'objectif pour lui, c'est-à-dire une victoire. Sinon, il pourra presque dire encore adieu au championnat, ou en tout cas croire en ses chances. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le Grand Prix de Chine. Bonne soirée et à la semaine prochaine.